Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. Plus qu'un mois avant la fermeture de l'école de police de Châtel-Guyon et les personnels ne savent toujours pas ce qu'ils vont devenir. Une jeune fille de 17 ans devant le tribunal pour enfants de Clermont. Elle est poursuivie pour avoir tué sa mère à coups de couteau en 2009 à Pont-au-Mur. Et puis notre invité ce soir, Henri Arsac, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont, à la veille d'une journée d'action pour promouvoir le métier d'avocat. Que vont devenir les employés de l'école de police de Châtel-Guyon? L'établissement va fermer le mois prochain, conformément à ce qui avait été annoncé en juin dernier. Mais les 70 fonctionnaires qui travaillent dans cette école ne savent toujours pas officiellement où ils vont être réaffectés. Afin de protester, ils seront en grève mercredi prochain. Le reportage sur place à Châtel-Guyon d'Ariane Monfray et Philippe Robert. Sur les 70 personnels que compte l'école nationale de police de Châtel-Guyon, seuls 25 peuvent exercer leur droit de grève, les autres étant soumis au devoir de réserve. Leur motif est simple, les affectations déterminées lors des entretiens individuels organisés en octobre dernier n'ont pas été validées par écrit. Pour la plupart des collègues pour lesquels que j'ai accompagné, une possibilité, une solution avait été trouvée, en accord entre le fonctionnaire et l'administration. Et malheureusement, aucun document, aucun papier signé, ni par le fonctionnaire, ni par l'administration. C'est ce que nous réclamions depuis maintenant 10 jours. Du côté de la direction, on explique que ces délais sont dus au choix de l'administration de prendre en compte les vœux des fonctionnaires à réaffecter. Tous ne sont pas concernés, car 5 d'entre eux partent à la retraite et certains policiers formateurs retourneront en service actif. Au moment où je vous parle, je dirais que plus de 70% des personnels ont reçu satisfaction quant à leurs vœux. Et quant à leur destination, la totalité reste sur la région Auvergne. Je n'ai pas d'exemple en tête de départ au-delà de l'Allier. La CGT Police est bien décidée à se faire entendre pour garantir aux fonctionnaires une affectation conforme et validée par l'administration. Le syndicat se donne jusqu'à lundi pour maintenir la pression et le préavis de grève pour mercredi. Attention, si vous avez l'habitude de prendre les transports en commun clermontois en raison d'un mouvement de grève très suivi à la T2C, aucun tram ni aucun bus ne circulera demain dans l'agglomération. Les personnels continuent de s'inquiéter pour l'avenir de leur entreprise. Ils demandent la création d'une société d'économie mixte. Cette grève pourrait durer, selon les syndicats, qui par ailleurs n'apprécient guère les récentes attaques contre la politique de sécurité à la T2C. L'Assemblée générale, c'est elle qui est souveraine, c'est elle qui décide ce qu'elle veut faire. Effectivement, ça pourrait durer et dans un mouvement beaucoup plus dur. On a assez prévenu les politiques et la région. On a été relativement sage jusqu'à maintenant, puisqu'on n'a jamais répondu à toutes les attaques qui ont été faites par le CMTC sous le couvert de M. Virgoulet et de M. Godard. On a toutes les attaques qui ont été faites dans la presse contre nous pour nous réduire au vilain petit canard et des gens qui ne savaient pas travailler alors qu'on a su montrer toute une époque qu'on était capable de travailler. Et bien maintenant, ça suffit. On a assez pris le coup. Maintenant, on ne dit pas qu'on va donner des coups, mais on dit qu'on va se battre. Des images et des propos recueillis par Catherine Lopez. À la SNCF, en revanche, le mouvement de grève annoncé demain en Auvergne devrait être peu suivi. De légères perturbations sont à prévoir sur les liaisons vers Moulins, Lyon, Langeac et Le Mont-d'Or. Quant à la ligne Théos-Clermont-Paris, seuls un aller et un retour seront supprimés vendredi. Et puis autre information, en bref, la fin de la grève a été votée ce jeudi au service de réanimation du CHU Montpied à Clermont. Les personnels ont obtenu la création provisoire de 3 postes, à savoir 2 infirmiers et un agent des services hospitaliers. Une jeune fille de 17 ans comparaît depuis ce matin et jusqu'à demain devant le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand. Elle est poursuivie pour avoir tué sa mère à coups de couteau. Les faits remontent à janvier 2009 dans une maison de Pont-au-Mur. À cette époque, l'adolescente avait 14 ans. Elle est aujourd'hui accusée d'homicide volontaire sur ascendant, mais son avocate plaide les coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette requalification du chef d'accusation pourrait permettre à la jeune fille d'écoper d'une peine moins lourde. Elle n'a pas voulu tuer sa mère et ça change tout. Ça change tout pour la peine et ça change tout pour sa reconstruction. Ce n'est certainement pas la prison, qu'elle a par ailleurs connue pendant 6 mois, qui sera la solution
a comme sanction éducative. C'est une enfant qui est en train de se reconstruire et qui surtout a entrepris une scolarité qu'elle tient beaucoup à cœur et qu'il est impensable de pouvoir stopper. Voilà, et je précise que l'audience de ce procès est interdite au public. La jeune fille encourt jusqu'à 20 ans de réclusion si l'homicide volontaire sur ascendant est retenu. Verdict attendu demain soir. En bref, un vaste réseau de cambrioleurs vient d'être démantelé en Auvergne. L'information a été révélée en fin de journée par le parquet du Puy-en-Velay. 5 personnes ont été mises en examen pour vol aggravé, recel et association de malfaiteurs. Certains de ces cambriolages ont eu lieu dans l'Allier entre fin 2010 et fin 2011. On reste dans le domaine judiciaire avec notre invité du jour, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand, Henri Arsac, bonsoir. Bonsoir. Demain, une journée de consultation gratuite sera organisée dans les locaux du Palais de Justice à Clermont, de 11h à 16h exactement. Expliquez-nous le principe de cette journée. Écoutez, c'est assez simple. Pratiquement, ce sont des avocats qui sont sur place toute la journée dans les horaires que vous avez indiqués et qui sont là pour renseigner les personnes qui viennent à la recherche d'informations, que ce soit des particuliers, que ce soit des associations ou leurs représentants, que ce soit des entreprises, artisans, commerçants ou industriels qui viennent à la recherche d'informations. Informations sur quoi? Sur ce qui peut être judiciaire, problématique, procès, mais bien au-delà de ça, les renseignements que tout un chacun peut se poser, des points qui manquent sur un permis de conduire, de la haie du voisin, au contrat de travail que l'on est sur le point de signer ou de faire signer, au contrat de bail à signer, au contrat de société que l'on s'apprête également à monter pour développer une entreprise, etc. Comment ça se passe concrètement? N'importe qui vient au Palais de Justice demain sans s'inscrire, il arrive, comment ça marche? Entrée libre et gratuite, pas d'inscription préalable, pas de rendez-vous, donc les personnes viennent et sont accueillies. Il y a au minimum 3 avocats qui seront là en permanence pour accueillir. S'il y avait une foule qui dépasse nos espérances, à ce moment-là, des renforts sont prévus. Alors, pourquoi cette journée d'action de la part des avocats? Quel est l'intérêt? Il s'agit d'une profession qui communique de façon collective et donc parfois il faut faire savoir ce que l'on fait pour que les personnes ou les entreprises ou les associations aient cette information et puissent venir chercher les services qu'on peut leur fournir parce qu'il y a assez peu de publicité, il n'y a pas de démarchage dans notre profession et il y a une information qui circule assez peu finalement sur ce que fait un médecin, c'est un peu comme ce que fait un avocat, il y a peu de communication publicitaire. Vous avez l'impression que l'image est un peu trop faussée. On vient souvent s'adresser aux avocats uniquement quand on a des problèmes. Alors, faussé peut-être pas, mais c'est l'image traditionnelle de l'avocat. J'ai un problème, je vais voir un avocat. Je n'ai pas de problème, je ne vais pas voir un avocat. Or, l'on s'aperçoit que de plus en plus, nous fournissons des services, des renseignements, des rédactions d'actes aux personnes bien en amont des procès lorsqu'il y en a, ou totalement à côté. Je dois déposer une marque, je vais voir un avocat, etc., etc. Comment vous concevez-vous ce métier d'avocat? C'est un sacerdoce, c'est une vocation? Sacerdoce est un bien grand mot. En tout cas, je pense que c'est un métier privilégié. Peut-être un peu comme le journaliste d'une certaine façon, c'est un bel observatoire de la condition humaine. Et puis, c'est un des métiers peut-être pas si fréquents où l'on peut se donner l'impression, et sans doute plus que l'impression, que l'on travaille un peu à la défense de certaines libertés individuelles, lorsque quelqu'un vient nous confier un problème où il sent une injustice, et aussi à la défense de certaines libertés publiques, lorsque l'on se bat pour la garde à vue, pour etc., etc. Et donc ça n'a pas de prix. Alors justement, vous parlez de la défense, il y a peut-être quelque chose qui a encore du mal à passer dans l'opinion publique, c'est lorsque les avocats défendent des assassins, des pédophiles, et il y a toujours cette question qui est là, comment on fait pour défendre ce genre de clients? C'est une question aussi vieille que la profession. Toute personne a le droit d'être défendue. Quand on a dit ça, c'est pas simplement une phrase creuse. Le jour où ça arrive à votre enfant, à votre sœur, etc., à l'évidence, il faut que quelqu'un puisse porter sa parole. Et défendre ne veut pas dire devenir complice. C'est dire, voilà, pour cette personne, avec ce qu'elle a fait, comment la situation peut être vue de son point de vue. Voilà ce qu'il y a de favorable la concernant. Sachant qu'en face, il y a une autre personne, on parle du pénal, qui sera le procureur, qui dira, voilà l'aspect négatif, voilà ce que je demande au nom de la société. Et qu'au milieu des deux, il y a un arbitre juge qui décidera. Alors je rappelle donc cette journée de consultation gratuite, c'est demain au Palais de Justice de Clermont de 11h à 16h. Une autre question liée à l'actualité complètement différente. On a beaucoup parlé, après ce terrible fait divers au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, de la récidive. Le débat sur la récidive est relancé. Votre regard sur ce thème-là et ce débat-là? C'est un regard
peut-être désespéré, mais en même temps humain. C'est-à-dire qu'il faut admettre, même si c'est dur, malgré les drames qu'il y a derrière cela, il faut admettre qu'il ne peut pas y avoir de situation humaine avec un risque zéro de récidive. Il faut en revanche qu'une institution comme la justice ou une société se donne tous les moyens pour tendre vers ce risque zéro, pour limiter au maximum le risque. On sait qu'actuellement, il y a, statistiques du ministère, un taux de récidive qui est, nous dit-on, de 2,5%. C'est inférieur à la réalité parce que récidive au sens strict légal, il faut regarder plus large, des réitérations, enfin bref, il y a peut-être 10%, disent les sociologues, de réitération de faits. C'est trop, ça veut dire 90% ne réitèrent pas. Et il faut partir de cette réalité-là. Comment réduire les taux de récidive? C'est tous les maillons de la chaîne pénale qui doivent être sans arrêt revissés et affinés. Et ce sont des moyens pour cela nécessaires. C'est le travail du juge d'application des peines que d'être très attentif à ces dossiers. Mais cela suppose qu'il n'ait pas des piles et des piles à traiter. C'est au service de protection judiciaire que de faire un travail sur mesure. Et plus la personne est problématique, plus il y a un travail important à fournir. C'est aux médecins d'avoir un regard de plus en plus affûté. C'est lorsque l'on désigne un psychiatre, ne pas dire un psychiatre, mais un psychiatre spécialiste de la pédophilie ou des problèmes de violence sexuelle, ainsi de suite. Mais cela, c'est beaucoup d'énergie et c'est beaucoup d'argent. On a bien compris. Merci Henri Arsac d'être venu dans notre JT. Merci. Les patrons Puy-d'Aumois réunis en ce moment même se déroule le congrès départemental annuel du MEDEF Puy-de-Dôme à la Grande Halle d'Auvergne avec plus de 300 participants. Thème des débats cette année, les entreprises auvergnates face à la mondialisation. Et l'invité d'honneur, c'est le maire de Neuilly et dirigeant d'Export Entreprise, Jean-Christophe Fromontin. On l'écoute au micro de Philippe Robert. Dans un monde qui a tendance à se standardiser, à se lisser, dès qu'on a des atouts, des différences, une culture, des paysages, on a les moyens de se singulariser et quelque part d'être compétitif. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on va développer, qu'on développe ce soir, c'est comment finalement trouver des nouvelles formes de compétitivité autrement que par les prix, autrement que par finalement tous les standards qu'on craint, parce que c'est souvent des standards qui nous mettent en concurrence avec les pays émergents. En basketball, les premiers pas de Laurent Ciara, le nouvel entraîneur de la Jeanne d'Arc de Vichy, a dirigé cette semaine ses premiers entraînements. Laurent Ciara, ancien meneur de jeu de 38 ans, a pris en main un groupe en plein doute. Sa tâche s'annonce compliquée. Martial Delecluse. Pour ses débuts d'entraîneur, Laurent Ciara va être servi. L'ancien meneur international, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney, c'était en l'an 2000, effectuera samedi son baptême du feu dans un contexte difficile. La Jeanne d'Arc de Vichy n'a gagné qu'un seul match en 8 journées de championnat. Un bilan catastrophique que Laurent Ciara veut mettre de côté pour se concentrer uniquement sur le jeu. Ça fait partie des aléas des saisons, d'une carrière. On va essayer de remédier à tout ça tous ensemble. Voilà, on a revu quelques points en étant un petit peu plus agressif, un peu plus, on va dire, combattant. Et puis après, d'abord, ça sera à nous de faire et à nous de prouver. Arrivé lundi à Vichy, Laurent Ciara n'a eu que peu de temps pour préparer le match du week-end face à Antibes et renouer avec le succès qui fuit la Jeanne d'Arc depuis le 28 octobre. Alors il a parlé pour expliquer sa vision du jeu et imprimer sa marque. Ouais, on a vu ça sur les deux premiers entraînements. C'est vrai que souvent il arrête le jeu pour parler, mais bon, c'est vrai qu'il arrête pas pour rien dire non plus, quoi. Il parle pas pour rien dire, mais c'est vrai qu'il arrête souvent le jeu pour nous reprendre sur tout ce qui est les aspects du jeu en eux-mêmes, quoi. Un entraîneur pointilleux qui doit faire face à son premier coup dur. Josiah James, l'intérieur du club thermal, qui a quitté le terrain mercredi à l'aide de béquilles, ne sera pas de la partie ce week-end. Et voilà pour le JT de ce jeudi 24 novembre. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, vos prévisions météo. Demain pour l'info, vous retrouverez Ariane Monfray à 12h30 pour le Flash et 18h30 pour le JT. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.